Bonjour tout le monde, le très grand, l'illustre, l'immense Didier Raoult, auteur de plus de choses qu'on ne pourrait savoir en lire, a attaqué des tas de gens dans sa carrière, en justice récemment. Il a poursuivi Alexander Samuel, qui est un lanceur d'alerte, un rationaliste, quelqu'un qui fait du débunkage, qui est docteur en biologie, et qui fait un excellent travail d'analyse de l'actualité et de critique des propos antiscientifiques. Et il a traduit en 2020 un article. Didier Raoult n'a pas supporté, il a porté plainte, c'était il y a 3 ans. Au bout de 3 ans et de pérégrination qu'on va vous raconter parce que je vais recevoir Alexander Samuel et son avocat Mokhtar Adenmouri. Coup de théâtre, Monsieur Raoult se désiste, il fuit les tribunaux, il fuit l'affaire, la queue entre les jambes, dirais-je, et on attend que le tribunal prenne malgré tout une décision. On va parler de techniquement tout ce qu'il s'est passé, mais avant ça, je vous remets dans le contexte, pour ne pas que vous ayez l'impression qu'on s'acharnerait sur Didier Raoult. Moi, je fais cette vidéo parce que je veux suivre ce qui se passe dans la sphère sceptique et que je veux être à côté de mes collègues vulgarisateurs et débunkers lorsqu'on les attaque. Didier Raoult a poursuivi des tas de gens, j'ai la liste. Il a poursuivi le pharmacien Karim Ibazaten qui a dénoncé les essais cliniques du professeur sur la chloroquine à l'époque, ça s'est pas bien passé. Il a poursuivi Karine Lacombe pour diffamation et puis il a perdu. Il a poursuivi le professeur d'infectiologie Jean-Paul Stahl pour avoir déclaré que Didier Raoult avait truqué ses résultats sur la chloroquine. Et bien Didier Raoult a perdu, encore une fois. Il a été condamné à verser 1 000 €. Donc, il n'est pas diffamatoire de dire que Didier Raoult a truqué ses résultats sur la chloroquine. On peut le dire, le tribunal considère que lorsqu'on le dit, on n'a pas à être condamné, on a le droit de le dire. Monsieur Raoult a poursuivi pour harcèlement le professeur Patrick Bouet, alors président de l'Ordre national des médecins, parce que l'Ordre avait décidé de poursuivre Didier Raoult suite aux plaintes et signalements de nombreux professionnels de santé. Didier Raoult a également poursuivi Dominique Martin et la NSM pour mise en danger de la vie d'autrui et prise illégale d'intérêt dans le cadre de décisions concernant les prescriptions de chloroquine et de remdesivir. Didier Raoult a porté plainte contre Mediapart, qui a révélé ses essais sauvages sur la tuberculose, une sale affaire aussi. Didier Raoult a porté plainte contre François Crémieux, directeur des hôpitaux de Marseille, pour une publication dans le journal de l'institution. Dans le même temps, il a porté plainte aussi contre plusieurs personnes internes à la PHM, qui auraient frauduleusement accédé à son dossier médical, celui de sa femme et certains de ses patients. Didier Raoult a porté plainte contre Elisabeth Bic et Boris Barbour, spécialistes de la fraude scientifique, pour des faits présumés de harcèlement et de chantage. Perdu, ces affaires ont été classées. Allez regarder l'interview d'Elisabeth Bic réalisée sur cette chaîne. Elle est très bien, Madame Bic. Et elle a été beaucoup insultée par Monsieur Raoult. Et c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais la liste n'est pas finie. Didier Raoult a porté plainte contre Guillaume Limousin pour une prétendue diffamation parce qu'il a dit en tant que professeur de mathématiques que Didier Raoult faisait des fautes de maths de niveau collège. Didier Raoult n'a pas supporté cette attaque vraiment extrêmement violente, quasiment terroriste. Il a quand même perdu le procès, mais il a fait appel, et je vous tiendrai au courant de tout cela. Voilà, pendant tout ce laps de temps, depuis 2020, que ces affaires ont commencé à popper. Pas une seule fois on a vu Didier Raoult accepter de débattre avec un collègue qui serait en désaccord avec lui sur sa pratique, ses recherches, ses traitements. Monsieur Raoult a fait le choix systématique de judiciariser le débat scientifique en utilisant l'argent public, près de 100 000 €, 95 400 € à ma connaissance, pour tabasser juridiquement ses critiques dans l'espoir qu'ils arrêtent de l'ennuyer. J'affirme, du haut de mon incompétence totale en droit, qu'on a affaire là à une belle collection de procédures bâillons. C'est immoral, c'est non éthique, c'est anti-scientifique. Et en fait, on ne devrait pas être étonné parce que Didier Raoult, en dépit de sa carrière, et c'est extrêmement choquant de se rendre compte, est en fait un ennemi des sciences. Il n'a pas le comportement, il n'a pas l'attitude, il n'a pas le respect, l'éthique, il n'a rien de ce qu'on peut attendre d'un vrai scientifique. Mais l'illusion
a fonctionné, sa carrière a existé, et on doit se demander pourquoi, parce que si Didier Raoult existe, il y en a forcément d'autres qui ont le même type de parcours, mais ça n'est pas le sujet. Je reçois Alexander Samuel et son avocat pour nous parler de cette affaire particulière, comment ça a commencé, comment ça s'est déroulé, et qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre maintenant du tribunal. Bonjour Alexander Samuel et bonjour Mokhtar Abdenouri, donc son avocat. Tout récemment, donc, on a appris que Didier Raoult se désistait. C'était le 6 septembre. L'affaire est sur le point de se terminer. J'aimerais qu'on voit ensemble comment ça a commencé. Ça fait 3 ans que ça dure. Ça a commencé avec un article que tu as traduit. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire et nous expliquer voilà, les différentes étapes, ce qu'on te reproche et pourquoi M. Raoult est à ce point en colère? La procédure judiciaire dont on parle ici a commencé le 23 mars 2021 avec la publication d'un article sur le blog de Leonid Schneider, qui est un spécialiste de la fraude scientifique, qui s'appelle For Better Science, d'un article qui s'intitule « La fraude de Didier Raoult, : ouvrez les guillemets, je ne regrette rien », qui réagissait à un article de presse, d'interview de Didier Raoult, où celui-ci disait « Je ne regrette rien ». Il a porté plainte au bout de 3 mois, donc en juin. Moi, j'ai pas eu l'information directement, parce que quand on reçoit une plainte comme ça, on n'est pas tout de suite informé à la seconde. Mais tout de suite, très rapidement sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont parlé de cette plainte, qui ont montré des photos, donc c'était l'entourage de Didier Raoult, Éric Chabrière, etc., qui postaient sur les réseaux sociaux des images de plaintes. Donc la plainte arrive, les démarches sont entamées. Qu'est-ce qui se passe de ton côté lorsque tu reçois les documents? La première chose qui s'est passée, c'est que j'ai reçu un questionnaire pour savoir si c'était bien moi qui tenais le blog. Alors, parce que j'ai traduit, c'est la petite précision qu'on aurait dû faire, j'ai traduit l'article de Leonid Schneider sur mon blog. Et dès sa sortie, donc le 23 mars. Et donc, j'estimais que c'était important que les gens le voient, etc., puissent le lire. Et je l'ai trouvé pertinent. Et donc, je l'ai traduit, je suis juste le traducteur, je ne suis pas l'auteur de ces propos. Mais je suis quand même attaqué parce que je l'ai publié sur mon blog. Et donc, il a été question de savoir si j'étais l'auteur, on va dire, des propos. Et donc, il y avait eu un questionnaire qui m'a été envoyé en me demandant si c'était mes propos et si c'est moi qui tenais le blog. Donc, moi, ce que j'ai répondu, c'est que je tenais le blog, évidemment, oui, je ne vais pas m'en cacher. Par contre, c'est une traduction, c'est pas mes propos. Ça pose la question de la responsabilité qui serait la mienne, par exemple, si je me mets à lire des commentaires sur Internet et à les partager. Est-ce qu'on peut me reprocher à moi une responsabilité dans la tenue de ces propos? Alors, la question est complexe d'un point de vue du droit. Normalement, classiquement, en droit de la presse, lorsque vous republiez des propos, vous êtes susceptible d'être le responsable des propos. Donc la reproduction peut potentiellement faire de vous un auteur. Et c'était une question qui était à soulever dans le débat, parce que là, il y avait quand même une petite spécificité, c'est-à-dire qu'il y a eu une jurisprudence assez récente de la Cour de cassation qui expliquait, parce que Alexander n'a pas dit, c'est que en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a traduit un article du blog de Leonid Schneider et il a renvoyé vers le lien originel via un lien hypertexte. C'est-à-dire que c'est une traduction verbatim avec un lien hypertexte vers l'article de base. Et en fait, la jurisprudence dont je vous parle de la Cour de cassation, qui est de mémoire, ça doit être 2018 ou max 2021, tout assez récente, qui explique que lorsque l'on reproduit un lien hypertexte et qu'on n'entend pas s'approprier les propos, on ne peut pas être tenu comme étant responsable pour les propos qui sont tenus par une autre personne. Et donc moi, j'avais mis ça dans le débat, on ne l'a jamais examiné, puisque M. Raoult, comme vous le savez, s'est désisté in fine, mais c'était une question, à mon avis, qui était intéressante, puisque j'avais cité une jurisprudence derrière qui expliquait qu'il y avait une élue locale qui avait repris un article de mémoire de F. de Souche, qu'il avait reproduit sur Facebook, agrémenté d'un lien hypertexte vers l'article de base, donc on est à peu près dans le même cas de figure, sauf qu'en plus elle avait rajouté, cette élue, sur son compte Facebook, un commentaire casuistique, donc un commentaire des faits qui était expliqué dans cet article. Et malgré ce commentaire-là, c'est-à-dire qu'on est allé encore plus loin que ce que M. Samuel disait, puisque lui n'a ajouté aucun commentaire, il a juste traduit littéralement les propos. Finalement, on a la Cour de cassation, puis la Cour d'appel de renvoi, puisque en fait la Cour de cassation a cassé l'arrêt qui lui était présenté. Et donc quand elle fait comme ça, elle ne juge pas, puisque c'est la Cour de cassation et le juge du droit, elle ne juge pas, sauf cas spéciaux, elle ne juge pas directement les affaires, elle renvoie vers une autre juridiction qui est une cour d'appel autrement composée, c'est la même cour d'appel, en l'occurrence là c'était la Cour d'appel de Paris de mémoire.
et autrement composé, qui a considéré que même s'il y a ce commentaire casuistique, on n'entend pas se réapproprier les propos, que ces propos appartiennent au site original qui les a publiés, donc il fallait les poursuivre eux, finalement. Bon, c'était prescrit, puisque dès les 3 mois. Et donc, du coup, on a considéré qu'on n'était pas l'auteur des propos. Donc, en synthèse, vous conseillez de vous abstenir de reproduire les propos, parce que ça peut vous être reproché, mais sous condition, effectivement, il peut y avoir un débat sur la question de savoir si vous êtes vraiment l'auteur des propos. Et donc on se retrouve avec une procédure où on a Raoult, Chabrière et Liachu qui partent en justice et qui te réclament 20 000 euros de préjudice moral, le pauvre homme, et 10 000 euros de frais d'avocat. Alors je ne sais pas si les frais d'avocat sont pour Liachu ou pour Raoult en personne, sachant qu'il y a une enveloppe de 95 000 euros qui a été mobilisée pour la défense ou l'attaque en justice pour cet homme. Oui, je ne sais pas exactement comment ça a été monté, mais on sait qu'il y a eu des choses un petit peu bizarres, on va dire, au départ. Il y a pas mal d'articles de presse qui ont cité ça. Notamment les frais engagés pour les poursuites. Il a d'abord été dit que c'était son ami Yolande Obadia qui avait engagé les frais directement à hauteur de 60 000 euros. Voilà. Ensuite, sans demander l'avis du conseil d'administration, c'est ce qui était relaté dans les articles de presse. Et dans un deuxième temps, ça aurait été rectifié, on va dire, par le recteur de Marseille qui est intervenu, et on aurait fait un vote. Et donc, il y aurait de l'argent qui aurait été voté pour les procédures de Didier Raoult. Mais alors, on ne sait pas exactement lesquelles, on ne connaît pas le détail. Et en tout cas, il y a eu beaucoup de procédures qui ont été faites par Didier Raoult. Donc, l'affaire démarre en juin 2021. On est maintenant en septembre 2024. Quelle était la chronologie des événements avec les différentes audiences auprès du tribunal ? Il y a eu une première audience qui a eu lieu. Alors c'était un peu plus tard, je crois que c'était en octobre, je ne sais plus la date exacte, mais il y a eu une première audience qui a eu lieu, et il était prévu qu'on y aille, qu'on soit prêt, et que pour moi c'était le moment où on allait en parler du sujet. Et normalement il est d'usage qu'on envoie les conclusions. Alors je ne sais pas exactement comment ça marche, Maître Abdemery m'avait expliqué ça, que les avocats s'envoient les conclusions réciproquement à l'avance, pour qu'à l'audience on puisse en débattre. Et moi j'ai pas reçu de conclusion de la part de la partie adverse. On n'a rien reçu. Et on s'est dit, il faut quand même envoyer nos conclusions. Donc on a envoyé des conclusions par rapport aux accusations, mais sans trop savoir ce qui était reproché dans le détail. Donc les conclusions ont été envoyées juste avant le procès. L'audience se tient. Et avant l'audience, juste avant, encore coup de théâtre, ils reçoivent les conclusions, l'IHU se désiste. Et donc on apprend presque le jour même que l'IHU ne fait plus partie des plaignants, et qu'il n'y a... alors Chabrière avait déjà été écarté parce qu'il n'avait pas payé sa caution, et donc il ne restait que Didier Raoult. Chabrière n'a pas payé sa consignation, c'est ça ? Ouais. Alors quand on porte plainte pour diffamation, il y a une consignation qu'on paye au départ, et on a 3 mois pour la régler. Donc Chabrière ne paye pas la consignation, Raoult n'a pas payé non plus sa consignation en fait. Et ce qui se passe, je t'ai vu le dire sur un plateau télé, c'est que normalement, l'action devrait être éteinte. Si toi, monsieur Samuel, tu n'avais pas payé ta consignation, les juges auraient dit c'est fini, la procédure n'est pas respectée, au revoir monsieur. Et dans le cas de Didier Raoult, il s'est passé un truc, c'est que le tribunal a considéré qu'ils allaient passer outre et malgré tout instruire l'affaire et te traîner. Et déjà, c'était un petit peu anormal. Et donc, en termes de procédure, Maître Abdenouri, est-ce qu'on peut commenter ça ? Donc, effectivement, il y a eu une plainte avec constitution de partie civile qui a été déposée. Donc, comme on a dit, c'était le 23 juin 2021. Somme toute, une date assez lointaine. Effectivement, il y a 2 grandes manières d'actionner une action publique, donc c'est-à-dire d'avoir un procès correctionnel. La première voie, c'est le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile. La deuxième, c'est la citation directe, c'est-à-dire que par voie de citation, c'est un huissier de justice, maintenant ça s'appelle commissaire de justice, il se présente au domicile de la personne requise qu'on souhaite attraire devant un tribunal, et on saisit directement le tribunal correctionnel, mais à nos risques et périls quelque part. Là, ce n'est pas la voie qui a été choisie par M. Raoult, l'IHU de Marseille, et M. Chabrière, parce qu'à la base, ils étaient 3. Donc, ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile. Très concrètement, vous déposez cette plainte au tribunal, elle est reçue par ce qu'on appelle le doyen des juges d'instruction, il regarde le dossier, il regarde les éléments financiers des parties plaignantes, et en fonction des revenus, il décide de fixer cette fameuse consignation, donc une somme d'argent qui permet de limiter les procédures, c'est-à-dire qu'on dépose une plainte pour un oui ou pour un non, et donc à partir de là, il donne un délai pour pouvoir verser la consignation dans les délais.
Donc là, en l'occurrence, la consignation, elle a été fixée. De mémoire, c'était 3 000 € pour M. Chabrière, 3 000 € pour M. Raoult, 6 000 € pour l'IHU de Marseille, à verser dans un délai de 2 mois à compter de la date de l'ordonnance fixant le montant de la consignation, ce qui poussait au 3 octobre 2021. Jusque-là, c'est très clair, il n'y a pas de complications. Bon. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était une théorie, c'était qu'une théorie sur la raison pour laquelle la consignation n'a pas été versée dans les délais, parce que ça, c'est un fait qui est indiscutable. Donc, M. Chabrière n'a jamais versé la consignation. D'ailleurs, lui, il n'avait déposé plainte que pour injure publique et non pas pour les faits de diffamation, puisqu'il y avait des faits de diffamation et d'injure, mais grosso modo, on est en droit de la presse, c'est les mêmes types d'infractions, ça obéit aux mêmes règles de prescription, ça obéit aux mêmes règles de procédure. Donc lui n'a pas versé la consignation, donc il s'est pris ce qu'on appelle une ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile, ce qui était parfaitement logique puisqu'il n'a pas payé. Didier Raoult et l'IHU de Marseille ont payé le 15 octobre, donc plus de 12 jours après l'expiration du délai, et moi j'ai ma petite théorie là-dessus, je ne fais que supputer, hein, attention, hein, je ne peux pas dire, moi je ne suis pas dans la tête des gens, mais en revanche, ce qui me paraît quand même assez cohérent et assez plausible, c'est que tout à l'heure, on évoquait la somme de ces 95 400 € d'enveloppe, on va dire, pour pouvoir faire des procédures judiciaires. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas la presse qui le dit, c'est l'IGAS, en fait, dans son rapport de 2022 qui évoque cette somme. Donc ça, c'est une source très concrète, c'est-à-dire que ça, on a enquêté là-dessus, au niveau du gouvernement, du ministère de la Santé. Et donc, moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, vu qu'ils voulaient bénéficier absolument de la protection fonctionnelle, bon, ben, en bénéficier, c'est une chose, débloquer les budgets, c'en est une autre. Et donc, ce que je crois, c'est qu'ils ont tout bêtement attendu que la somme de 9 000 €, il fallait qu'elle soit validée par le Conseil, etc. Il y a peut-être certainement des conditions de déblocage qui prennent un peu de temps. Donc les parties plaignantes n'ont pas voulu prendre l'avance. L'IHU, ça aurait été compliqué parce que ça se bloque à ce niveau-là. Mais en tout cas, Didier Raoult, semble-t-il, n'aurait pas pris le soin d'avancer la somme, donc d'être dans les délais pour verser la consignation, ce qui pourrait expliquer cette consignation tardive. L'argent s'est débloqué qu'après, on a payé aussitôt qu'on a débloqué. Sauf que, en droit de la presse, c'est que vous ne payez une consignation pas du tout, que vous la payez hors délai, c'est la même sanction. C'est l'irrecevabilité de la plainte, sachant que le droit de la presse, c'est quand même une matière très spécifique, parce que normalement, pour actionner un procès pénal, à part la citation directe dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, c'est le procureur de la République qui actionne les procédures. Sauf qu'en droit de la presse, vous avez la possibilité, vous, en tant que partie, de forcer l'action publique par le biais d'une plainte. Donc la différence, c'est que votre plainte avec constitution de partie civile, si elle n'est pas bonne, c'est elle qui saisit le tribunal. Si elle tombe, il y a tout qui tombe. Donc ça, je l'ai expliqué en long, en large et en travers dans mes premières écritures, puisque M. Samuel, je crois qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel peut-être fin 2022. On a eu une première audience de plaidoirie le 6 octobre 2023. Nous sommes en défense. Le principe en France, c'est que la parole est toujours donnée à la défense en dernier, donc j'attendais, moi j'avais que les termes de la plainte à la base, j'avais quelques moyens classiques sur lesquels je pouvais me baser, mais j'avais ce moyen de procédure selon lequel la procédure aurait dû être arrêtée, et effectivement, M. Samuel, lorsqu'il vous explique que si Didier Raoult ne s'appelait pas Didier Raoult, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai plaidé, hein, que moi je le soutiens dans mes premières écritures que je suis contraint de déposer donc 2 jours avant l'audience, parce que c'est pas faute d'avoir demandé d'avoir des écritures avant, mais je les ai pas obtenues. Voilà, il faut le dire. Et donc moi je dépose mes écritures et voilà pas que mon contradicteur sollicite le renvoi de l'affaire au motif qu'il a reçu de très nombreuses écritures. Donc j'avais conclu sur des questions de procédure dans lesquelles j'expliquais que la consignation, la sanction d'un défaut de consignation dans les délais, c'était l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, socle des poursuites. Le socle des poursuites sautant, il ne reste plus rien. Donc, les poursuites doivent être anéanties, mon client doit être relaxé. Mais lorsque vous êtes avocat, vous ne pouvez pas vous faire l'impasse sur un procès comme ça de parler du fond. Donc, j'ai déposé des conclusions sur le fond, presque 90 pages de conclusions très circonstanciées, dans lesquelles on soulevait à la fois une exception de vérité et une exception de bonne foi. Et donc, lorsque mon confrère a reçu tout ça, oui, effectivement, il les reçoit 2 jours avant l'audience, mais quelque part, moi, je voulais bien les envoyer avant, mais je ne pouvais pas le faire puisque sinon, ça me contraignait à conclure 2 fois. Alors, on va éviter de faire un double travail et à facturer 2 fois des honoraires puisque ça ferait passer 2 fois plus de temps. Et donc là, j'arrive dans une situation où mon confrère répond quand même avant l'audience du 6 octobre 2023. Votre confrère, c'est pas Maître Divisio dans cette affaire.
Non, c'est Maître Brice Grazzini que j'ai eu, puis il y avait Maître Ludovic Heringuez aussi qui est intervenu, mais que je n'ai pas vu dans le dossier, mais il était constitué. Et donc j'arrive le jour de l'audience, il me répond à mes écritures, donc il s'oppose à mon moyen de nullité et d'irrecevabilité de la plainte à la constitution de partie civile, et moi j'explique qu'on a la possibilité de traiter tout de suite le dossier par jugement distinct, en expliquant à la présidente que ce moyen de nullité paraît imparable, que si on ne traite pas le dossier tout de suite, compte tenu de l'engorgement des tribunaux, on va se retrouver à nouveau devant sa barre, et qu'on va traiter cette question et qu'on n'ira toujours pas au fond du dossier. On aura perdu 1 an et on aura perdu 3 heures de procès qui auraient pu être, on va dire, recyclés pour des affaires qui nécessitaient qu'on examine le fond dans une époque où la justice est sinistrée en termes de délai. C'est une catastrophe depuis le Covid. Donc j'explique ça. La présidente, comme elle a le droit, elle ne fait pas droit à ma demande de renvoi. Et puis on se retrouve donc au mois d'août 2024, puisque l'audience a été renvoyée au 6 septembre 2024, donc là, l'audience qu'il y a eu là. Et donc, je reçois des écritures au mois d'août, fin août quasiment, bon, je suis en pleine vacances, passons, mais dans lesquelles on s'oppose encore à mon moyen principal, mais j'étais pas en reste sur le fond, mais ce moyen de procédure, je savais qu'il allait faire mouche. En tout cas, j'en étais convaincu, puisque la jurisprudence est constante là-dessus, les textes le disent, tout le dit. Je ne rentre pas dans des considérations trop techniques pour que tout le monde puisse comprendre, mais bon, ici opposé, pour une raison de pure procédure, et qui avait été initiée par le juge d'instruction à l'époque, mais qui, à mon sens, s'était trompé, et c'est peut-être une méconnaissance du droit de la presse, ou je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, c'était une analyse que je trouvais extrêmement critiquable, et qui était critiquée par moi, mais par le procureur de la République aussi, dans le cadre de ce dossier. Donc, il partait assez mal, ce dossier, si je puis dire. Donc, je reçois des écritures où on s'oppose encore à mon moyen. Donc, je suis obligé de citer une jurisprudence qui rentre parfaitement dans les clous et à faire quasiment un commentaire d'arrêt de cette jurisprudence pour expliquer que, ben non, en fait, que les moyens qui me sont opposés, c'est inopérant et que cette sanction peut s'appliquer en toutes circonstances et qu'elle devra s'appliquer. Donc ça, je les dépose, mes écritures, le 3 septembre 2024. Et voilà pas que le 4 septembre 2024, on m'annonce un désistement. C'est une concomitance des temps qui est trop rapprochée. Donc, on ne peut pas les accuser, comme on pourrait avoir envie de le faire, parce qu'on adore accuser les gens, d'avoir fait tout ça en sachant d'avance qu'ils allaient se désister, juste pour engorger la justice, juste pour emmerder Alexander un max de temps, et pour que ça lui coûte de l'argent. Donc c'est plutôt des gens qui n'ont pas pu aller au bout de ce qu'ils voulaient faire, mais parce que le temps passe et que les avocats, ça parle. Il se passe quoi maintenant? C'est-à-dire qu'il se fait désister. Alexander, il a quand même déboursé de l'argent pour la démarche. Il y a de l'argent public qui a été dépensé auprès des avocats qui ont travaillé. Il y a des gens qui ont travaillé autour de cette plainte. Moi, à titre personnel, je pense qu'elle est abusive, mais moi, je ne suis pas juge. Qu'est-ce qu'on fait lorsque, d'un seul coup, on a travaillé pendant 3 ans, là, et que l'affaire, elle fait pchit? Il se passe quoi? Ce qui se passe, c'est que déjà, l'affaire est mise en délibéré pour le 18 octobre 2024. Ça, c'est un premier point. Donc, je vais pas pouvoir il y a quand même une audience, c'est ça. Alors, et du coup, il s'est passé quoi dans cette audience? Voilà. Alors, moi, je reçois le désistement de M. Raoult. OK. Bon, ben, on évite le procès au fond. Nous, on est sûr de gagner, du coup. Donc, c'est comme quand vous révisez votre bac pendant des mois et vous le passez même pas et on vous dit vous l'avez. Bon, OK. Très bien, c'est plutôt favorable, il n'y a pas de problème. Et effectivement, vous soulevez une question qui est très intéressante. Donc, moi, je dis, mais quand même, c'est vrai, mon client a payé des frais, s'est engagé, etc., a subi toute cette procédure. Moi, je maintiens mes demandes. Plus, quand même, un préjudice. Chabrière et compagnie n'ont pas arrêté de le traîner dans la boue en disant, puisqu'il est poursuivi en justice, c'est bien la preuve que c'est quelqu'un de mauvais. Alors, attention, là, il ne faut pas inverser les rôles. Même si le droit de la presse, c'est dérogatoire, que les parties peuvent engager très facilement l'action publique, n'en demeure pas moins que c'est une action publique. C'est M. Samuel qui était prévenu, donc qui était les faits reprochés. Donc le but, c'est la défense d'abord. Vous n'avez que 2 mécanismes pour vous prévenir de tout ça, d'une action abusive. C'est effectivement, il y a un abus de constitution de partie civile, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, vous avez, sous certaines conditions, la possibilité de demander le remboursement des frais d'avocat
mais les textes ne sont pas parfaits là-dessus. Je vais m'abstenir de commenter parce que le délibéré est en cours. J'ai plaidé l'affaire. Je ne veux pas que ce soit mal interprété. Je ne suis pas là pour, pour discuter des faits qui sont susceptibles d'être encore jugés. Donc, moi, je vous dis juste que j'ai maintenu les demandes indemnitaires que nous avions et que le désistement de M. Raoult a permis... En tout cas, c'était des manœuvres qui tentaient de court-circuiter un petit peu tout ça, ces demandes indemnitaires. Donc le tribunal tranchera la difficulté, mais il est vrai qu'en l'état, c'est vrai que la législation n'est pas parfaite là-dessus et qu'elle mérite d'évoluer, de telle sorte qu'aujourd'hui, mais ça c'est une réflexion un peu plus globale que j'ai, puisque c'est mon avis de praticien, lorsqu'on est en défense et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, la justice considère que lorsqu'elle vous relaxe, c'est déjà bien, quoi. Mais elle n'a pas encore la conscience des procédures bâillons, si vous voulez. Il y a encore de l'évolution législative à faire, mais je pense que c'est du côté du législateur qu'il faut voir. Ouais. Alors c'était la question que je voulais poser à Alexander. Selon toi, c'est une procédure bâillon ou c'est vraiment sincère de sa part? Parce que peut-être qu'il s'est senti insulté pour de vrai. Ouais, il y a un élément factuel central qui me met quand même la puce à l'oreille, c'est que je me dis, il a eu les premières conclusions de mon avocat dès la première audience. Il a vu qu'il n'avait aucune chance que ça puisse prospérer. Il savait que la consignation n'avait pas été payée à temps. Normalement, je pense pas que ses avocats soient mauvais. Il a dû être bien conseillé. Ils devaient tous savoir que ça pouvait pas vraiment aboutir. Et le fait qu'il insiste à ce point et qu'il continue sur une deuxième audience et qu'il fasse... Plus, il y a un deuxième élément qui me met un peu la puce à l'oreille, c'est le nombre de procédures enclenchées et le nombre de personnes qui ont été visées. Toutes les personnes qui critiquent l'IHU, en quelque sorte, qui sont un peu visibles, se font poursuivre. Donc j'ai vraiment l'impression qu'en ce sens, il y a ce type de procédure derrière. Après, je ne suis pas dans sa tête. Je n'ai pas eu cet honneur et je me sens un peu négligé par M. Raoult. Je compte débunker ses propos sur l'évolution, c'est plus mon domaine. Peut-être que je vais l'énerver assez pour qu'il me poursuive et j'en serai très fier, puisque je vais faire un travail de débunkage. Je ne vais pas l'attaquer personnellement, mais il va le prendre mal comme d'habitude. Et donc voilà, donc pour toi, ça ressemble quand même à du bâillon. Ouais, et surtout, j'ai pas l'impression qu'il y ait de nouvelles procédures qui aient été déclenchées depuis qu'il n'est plus à l'IHU, depuis qu'il n'y a plus cette enveloppe de protection fonctionnelle, etc. J'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de nouvelles procédures qui aient été enclenchées, alors qu'il y a des nouvelles sorties, enfin, il y a des nouvelles personnes qui s'expriment, il y a des nouvelles choses qui sortent régulièrement, et là, il n'y a plus de poursuites. Bon. Quand il avait la manne de l'argent public, il l'attaquait, et puis depuis qu'il n'a plus, il s'énerve moins. Bon, c'est assez... Je le vois factuellement ça, quoi. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué qui vous semble important à l'un ou à l'autre? Moi, c'est bon. Ça me paraît assez fourni. Donc, du coup, maintenant, on attend une décision du tribunal qui maintient que tu n'es pas condamné, enfin qui atteste que tu n'es pas condamné, c'est ça? Exactement. Alors, pour être plus précis... Je suis pas juriste, non, voilà. On va demander à Mme Dennery qui... Alors, je vais pouvoir vous répondre. C'est une décision, donc c'est un jugement correctionnel qui va être rendu, qui va prendre acte du désistement 1 de l'IHU qui a été acté l'an dernier, 2 de Didier Raoult cette fois-ci, et qui va statuer uniquement sur les questions indemnitaires, sur lesquelles, je n'ai pas précisé, mais bon, ça coulait de source. Didier Raoult s'est totalement opposé là-dessus, en opposant que des raisons juridiques. Non, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est barbant et que ça peut prendre du temps, mais grosso modo, il s'oppose à nos demandes indemnitaires et donc ça sera le seul enjeu et objet du délibéré du 18 octobre prochain. D'accord. Eh ben, je vous remercie pour ces informations. C'est important de suivre toute cette affaire. Vous aurez compris que l'affaire n'est pas complètement finie. Il faut attendre l'audience d'octobre prochain pour savoir si M. Raoult sera condamné à payer les indemnités que a dû débourser Alexander. On verra bien. Jusqu'à présent, il a été régulièrement condamné à payer, ce qui pourrait peut-être le modérer à l'avenir. Et puis, j'essaierai de garder un œil sur les différentes affaires qui le concernent. Non pas, encore une fois, par acharnement contre cette personne, mais parce que ça concerne l'écosystème des rationalistes, des vulgarisateurs, des débunkers, des fact-checkers, auxquels j'appartiens, avec la problématique de est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire notre travail ou est-ce qu'on va être harcelé judiciairement jusqu'à la fin des temps pour nous empêcher de faire notre travail. Je rappelle que Didier Raoult a la parole sur tous les médias, il est capable donc de répondre et il a une surface médiatique qui est tellement importante que le préjudice
que peuvent faire telle ou telle critique, même s'il existe, lui, il a les moyens de leur répondre. Et surtout, depuis 4 ans, M. Raoult, il avait l'occasion de répondre factuellement sur les choses, au niveau académique, en répondant aux remarques qui lui sont faites. Je vous rappelle que M. Raoult menace de porter plainte contre les éditeurs des journaux également. L'arme judiciaire, c'est la seule qu'il brandit. Il a sa massue, il a sa hache d'arme, et au lieu de discuter, d'argumenter, je ne dis pas qu'il faut forcément débattre en face à face, même si ça serait bien de le faire une fois ou deux, mais au minimum, il faudrait prendre conscience qu'il faut arrêter de tout judiciariser, d'être dans l'attaque constante par des moyens qui ne sont pas ceux de la confrontation intellectuelle, de la disputatio, de la controverse scientifique. Lorsqu'on est scientifique et qu'on en rajoute des tonnes avec la blouse blanche, etc., pour dire qu'on est le scientifique, alors on se comporte comme tel, et c'est pour ça qu'il est important de montrer qu'il y a un grand décalage entre l'image qu'il veut donner, l'image qu'il a peut-être de lui d'ailleurs, hein, il y a après des problèmes... vous voyez ce que je veux dire. Et puis l'image, puis la réalité derrière des comportements. Donc c'est un dossier sur lequel je reviendrai, et j'espère qu'on arrivera finalement au terme et qu'on pourra dire, voilà, toutes les affaires judiciaires sont closes, M. Raoult a perdu partout parce qu'évidemment, c'est comme ça que ça doit se finir, et on va pouvoir revenir sur le terrain des sciences et rendre compte de ce qu'il se passe et de comment ça doit se passer normalement lorsqu'il y a des controverses, des polémiques. Ça se règle au niveau de la communauté, dans des revues, dans des lettres aux éditeurs, dans des réponses, dans des congrès, par des moyens académiques. Un peu barbant, je vous l'accorde, c'est moins sexy que venir faire des envolées lyriques chez Hanouna. N'empêche que c'est beaucoup plus constructif et c'est comme ça que ça doit se passer. Et il faudrait que cette parenthèse folle dingo de Raoult qui court-circuite tous les mécanismes de la véridiction scientifique s'arrête et qu'on en tire, qu'on en retienne des leçons. Et ma grande inquiétude, c'est qu'on n'en retienne pas vraiment les leçons dans l'avenir. J'aimerais avoir tort. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous à Epic et Poké, la chaîne sur laquelle je choisis de traiter ces affaires juridiques. Et je vous tiendrai au courant des autres affaires, puisque très prochainement se tiendra un procès à Perpignan, où je suis encore poursuivi par Annie Lobé pour diffamation, je crois que c'est ça, en compagnie de 2 journalistes, puisque le tribunal a considéré qu'il c'était bien de forcer des journalistes à venir se défendre contre Madame Lobé. Parce que la liberté de la presse, je ne vais pas commenter pour l'instant, mais vous voyez que je suis un petit peu remonté. Donc c'est pareil, ce dossier, je vous en parlerai très bientôt. Des bisous si c'est votre truc. À très bientôt, bonne journée.